Les niveaux de changement. Alors, lorsqu'un coach se trouve en face d'une personne qui l'accompagne, et d'une équipe évidemment, mais parlons d'une façon plus simple dans un premier temps d'un accompagnement individuel, une des questions clés, c'est de savoir à quel niveau de profondeur, à quel niveau d'importance la personne accompagnée se sent prête à changer. D'abord, est-elle prête à changer? Mais enfin, supposons qu'elle le soit. Et c'est important pour le coach d'assez vite identifier ce niveau de profondeur. Et nous allons voir qu'il en existe au moins 7. Au moins 7. Hein. Mais d'abord, la première préoccupation, ça va être de créer l'alliance, ça va être de créer le contact avec, comme on dit disent les gestaltistes. Hein, et fondamentalement, je dirais, la posture du coach, c'est la posture qu'a inspiré Carl Rogers, hein, la posture de cette acceptation inconditionnelle de l'autre, même si on peut avoir aussi des exigences, mais cette acceptation inconditionnelle et cette recherche de la partie positive chez l'autre. Hein. On parle, dans notre jargon, de l'entraîneur qui regarde le champion. Il regarde le champion pas simplement dans sa performance actuelle, mais dans son potentiel. Hein. Il regarde avec cette attitude de l'effet Pygmalion. Hein. Je vais voir la partie positive, la partie fragile aussi de la personne, mais je vais la réconforter, je vais l'accueillir avec bienveillance, je vais lui montrer que je lui fais confiance fondamentalement. Et dans ce processus-là, la personne qui sent que la personne qui accompagne l'accueille et lui fait confiance, eh bien, du coup, va se nourrir de cette confiance et va peut-être commencer à se faire confiance à elle-même, faire confiance à la personne qui accompagne, etc. Et on entre dans un cercle vertueux. J'ai été très marqué d'un de mes maîtres qui s'appelle John Pierrakos, qui est un des grands thérapeutes américains avec qui je me suis formé pendant 2 ans, et qui m'a fait vraiment comprendre ça. J'avais appris la métaphore du prince qui se cache derrière la grenouille que nous sommes tous. J'avais lu Eric Berne, bien sûr. Mais lui, il me l'a fait vivre pour la première fois à un degré que je n'imaginais pas. Dans le travail didactique qu'il pratiquait, en travaillant avec un client, il tenait la personne par la main, il fermait les yeux, et il interrogeait. On se demandait ce qu'il faisait, parce qu'il posait des questions très simples. Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que tu vis? Etc. Mais petit à petit, il était tellement intériorisé lui-même, il dégageait une telle douceur, une telle bienveillance, que immanquablement, au bout de quelques minutes, la personne qui était accompagnée bénéficiait de cet amour, bénéficiait de cet accompagnement et s'ouvrait progressivement. J'étais très marqué par cette attitude-là, et il m'a montré que ce n'était pas des mots, que ce qu'il faisait, en fait, c'était être lui-même dans son propre prince. Il intériorisait, il était même presque dans une attitude spirituelle, presque de méditation, de prière. Et ce rayonnement, finalement, permettait à la personne d'être en contact avec cette partie, avec le prince ou la princesse qu'il ou qu'elle était. Vous voyez. Alors, ça m'a beaucoup marqué, et je pense que, évidemment, après ça, j'ai intégré ça dans mon travail d'accompagnateur, en tant que thérapeute, bien sûr, en tant qu'enseignant, mais dans le coaching, je pense que c'est de même nature. Fondamentalement, c'est de même nature. Alors évidemment, il faut le faire avec réserve, avec pudeur, avec respect de l'espace de la personne. Mais c'est en me mettant dans mon prince que j'ai des chances d'aider la personne à ce qu'elle puisse se mettre dans son prince. Alors, à partir de ce regard en profondeur, quels sont les niveaux de changement? J'en identifie 7 à peu près. Le premier, ça va être l'environnement de la personne qui vient en coaching parler de cet environnement. Elle va parler de son entreprise, elle va parler du nouveau projet qu'elle doit mener, elle va parler de la nouvelle politique, de le nouvel organigramme, etc. Ou de quel programme RH ou de qualité ou de lancement d'une gamme de produits, enfin peu importe. Elle va parler de son environnement et d'un certain nombre de ses enjeux. Donc évidemment, elle est concernée, voire même impliquée dedans, mais c'est encore à distance. J'appelle ça le niveau -1. Derrière ça, souvent, elle va parler de son poste, de son job, de sa fonction, de sa feuille de route. Et très souvent, d'ailleurs, la prise de poste représente une situation de coaching tout à fait classique. J'en ai accompagné quelques dizaines.
Et cette situation n'est pas très confortable pour la personne parce qu'elle est dans un paradoxe particulier, le paradoxe de la compétence. Parfois même, on appelle ça le paradoxe de l'imposteur. La personne arrive dans un nouveau métier, dans un nouveau job et une nouvelle fonction, avec cette idée, jusqu'à présent j'étais nul, mais personne ne le savait. Maintenant qu'on me donne ce nouvel espace, ça va se savoir. Bon, ça, c'est qui n'a pas été confronté au paradoxe de l'imposteur. Mais plus généralement, parlons du paradoxe de la compétence. La personne a une compétence, mais arrivant dans cette nouvelle fonction, elle ne connaît pas tout le monde, elle ne connaît pas le métier, elle ne connaît pas forcément l'organisation, elle ne connaît pas forcément l'équipe, etc. Et il faut qu'elle témoigne qu'elle est pilote dans l'avion et en même temps, elle ne sait pas tout. Comment vivre cet inconfort? Le coach va justement l'aider. Enfin, essayer en tout cas. Et il existe un troisième niveau. Ça, c'était le niveau 0. Le niveau 1, c'est le niveau des comportements. Alors, on est déjà au-delà du poste. On est déjà dans quelque chose d'encore plus personnalisé. Il ne s'agit plus simplement de la feuille de route de la personne. Il s'agit de la façon dont elle fonctionne, d'une façon observable, c'est-à-dire comment elle communique. Alors, comment elle communique d'une façon centrifuge et comment elle communique d'une façon centripète, c'est-à-dire comment elle écoute. C'est un énorme changement pour les personnes d'apprendre vraiment à manier les deux. À la fois, je communique, walk the talk, mais en même temps, j'apprends vraiment à écouter et à développer mon intelligence émotionnelle. Ça, c'est un très gros travail. Et puis, son style de direction. Est-ce que la personne est capable de donner des protections, des permissions, de donner de l'information, d'être créative, de créer une énergie de participation, d'enthousiasme, etc. Enfin, donc, tous ces états du moi, on dirait en analyse transactionnelle. Ça, c'est le niveau des comportements qui sont observables. Quand on va plus loin, au niveau de changement de type 2, c'est-à-dire où on passe d'un rêve à un éveil, c'est-à-dire que la personne se réveille du rêve dans lequel elle était, de ses illusions, de sa représentation, là, on entre dans les attitudes. Et c'est-à-dire qu'on est derrière l'écran. Et on est avec la personne à un niveau où on va challenger ses croyances sur le monde, sur le management, sur elle-même, sur les gens, etc. Ces croyances se transforment en valeurs, c'est-à-dire des principes plus rationnels et plus sociaux. Et puis, on va entrer plus profondément dans ce qu'on peut appeler les systèmes de représentation, c'est-à-dire sa carte mentale, comment elle se représente le monde du fait de son métier, de sa culture, de son âge, de son sexe, etc. Et peut-être que le travail va supposer une certaine déconstruction, une certaine réparation, une certaine construction à ce niveau-là. Donc, on va travailler déjà en profondeur. Et quand on travaille à ce niveau de profondeur de type 2, c'est-à-dire que les personnes ne font pas plus de la même chose ou ne font pas quelque chose du même type, mais changent de paradigme, changent de représentation, là, on entre dans la profondeur. Et là, on entre dans une frontière très particulière qu'il s'agit de ne pas franchir, qui est la frontière de la thérapie, la frontière de la psychologie profonde de la personne. Son inconscient, ses émotions archaïques, l'histoire de son enfance, son système familial, ses dimensions somatiques, etc. Et là, très vite, la personne va en parler parce qu'elle prend des médicaments, elle vit du stress, elle vit des somatisations, etc. Donc elle va parler de son histoire, elle va parler de sa filiation, de son passé, etc. Comment accueillir cette dimension-là sans la franchir d'une façon sauvage et faire de la thérapie sauvage? Alors là, ma posture est très claire. En tant que coach, on travaille avec le dessus de l'iceberg. On peut, bien sûr, être en contact avec le dessous de l'iceberg, mais on n'a pas le droit d'y aller, en tout cas directement. Par contre, si la personne en parle, on peut accueillir cette parole-là, mais il faut se garder de faire de la thérapie sauvage. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas les moyens. Nous ne sommes pas dans une posture qui nous permet de résoudre la névrose de transfert. Il y a une triangulation avec l'entreprise, il y a une déontologie à suivre. Ce n'est pas le lieu. Même si, en tant que thérapeute, je serais capable d'accompagner cette personne à ce niveau, à partir du moment où j'ai la casquette de coach, je ne peux plus faire ce travail-là, je ne peux plus le faire de la même façon. Donc je dois me garder de ça. Alors on me dira, quel changement est possible, puisque c'est le fond de la personne qui doit changer sans ça. Non. Je pense que des personnes peuvent vraiment faire un changement très important de leur style de management, de leur posture dans l'entreprise, de leur façon de se mettre en intelligence collective, sans avoir fait un travail thérapeutique. Ça ne nuit pas, ce n'est pas interdit d'en faire. Mais ce n'est pas absolument nécessaire et je ne suis pas du tout dans l'idée, en tant que coach, de pousser les gens à le faire. Pourquoi? D'abord parce que mon expérience m'a permis de prendre un certain recul et puis parce que j'ai accompagné des dirigeants qui vraiment généraient une dynamique transformationnelle extraordinaire. Eux-mêmes n'avaient pas fait de thérapie, même si c'était remis en question. Et ceux notamment avec qui j'ai écrit des bouquins, je peux vous dire, sont des gens qui témoignent de cette logique rogérienne, de cette logique de confiance en la personne, de cette logique où ils ont réalisé que c'est le facteur humain finalement qui est peut-être le plus important
dans la dynamique de l'intelligence collective. Donc, comment faire? Eh bien, c'est, dans mon expérience, je nomme ça l'alliance des princes. Parce que si le dirigeant est capable, avec la personne qui l'accompagne ou les équipes qui l'accompagnent, de voir le potentiel de ces gens-là, lui-même de se mettre dans son prince, lui-même de montrer qu'au-dessus de la surface de l'iceberg, eh bien, il y a un être humain qui vit, un être humain qui est en recherche de sens, que lui-même s'implique dans la relation, cherche à inclure, cherche à s'ouvrir, cherche à être relativement transparent. Ça ne veut pas dire angélique, ça ne veut pas dire parfait, ça ne veut pas dire exemplaire, oui, mais pas parfait, mais capable de se remettre en question, de montrer ses points faibles, etc. Eh bien, à ce moment-là, il génère une dynamique extraordinaire. Et nous avons l'alliance des princes. Le dirigeant qui est dans son prince, fondamentalement, qui manie le curseur avec vigilance, avec discernement, va pouvoir générer chez les personnes cette dynamique du prince. Et l'énergie du prince traverse tout. C'est un besoin fondamental. C'est le stade 4, que j'appelle moins 4, au-delà du 3, du 5, qui va même être éventuellement une énergie d'ordre spirituel, au moins humaniste. Et peut-être que la personne est engagée dans une recherche d'elle-même au niveau plus profond, même confessionnel. Et peut-être que le plus important, c'est justement de pouvoir vivre sa foi, de pouvoir vivre ses valeurs les plus profondes, sa motivation la plus profonde, et de l'actualiser dans son travail. Je pense que c'est possible de le vivre en entreprise. Ça suppose de la réserve, ça suppose de la prudence, ça suppose de la connaissance, ça suppose une certaine sagesse qui peut dire qu'il l'a atteint, en tout cas pas moi sans doute. Mais on peut, je crois, créer dans l'entreprise ou dans le lieu de travail les conditions où les personnes accèdent au sens. Viktor Frankl, qui est un de mes maîtres, ce grand psychiatre Viktor Frankl, a identifié 3 valeurs de sens. Les valeurs de création, c'est-à-dire ce que l'on apporte au monde, et évidemment, c'est l'espace du travail, par définition. Des valeurs d'expérience, c'est-à-dire ce que le monde nous apporte, c'est-à-dire les rencontres, la rencontre de la beauté, la rencontre de la nature, la rencontre de personnes, la rencontre d'un maître, la rencontre d'une équipe qui nous a, ou d'un patron qui nous a donné l'occasion de nous développer, cette rencontre-là. La rencontre de l'art, etc. Et puis les valeurs d'attitude, c'est-à-dire des situations que l'on n'aurait pas voulu, qui même sont contraignantes, des accidents, des ruptures, des deuils, eh ben, on peut faire de ces expériences les plus extrêmes, des expériences où on va donner du sens à cette situation-là. L'entreprise ne procède-t-elle pas de ces 3 niveaux, Création, par le travail, expérience, parce que l'on reçoit, on visite des mondes, on découvre des métiers, on découvre des personnes, et puis attitude, parce que il ne se passe pas toujours ce que l'on veut, et bien à travers ça, on va pouvoir construire du sens. Pour moi, le rôle du leader, c'est de créer les conditions où il va y avoir, à un certain degré, cette alliance des princes qui va permettre aux gens d'investir. Ce à quoi l'être humain aspire le plus, c'est de construire du sens.